Hop, bonjour à tous. Ouais, il y a un autre micro qui est là devant. On va enchaîner du coup sur la conférence entre segmentation médicale et pêche intelligente, des cas d'usage pour l'IA open source. Euh, donc Ifremer et Kitware, je vous laisse vous présenter. Désolé pour le retard, on prendra un petit peu de temps du coup sur le temps de pause qui était prévu après. Bonne chance. Bonjour à tous, du coup moi c'est Loïc Tétret, je suis lead data scientist chez Kitware Europe et du coup je suis accompagné de Robin. Je m'appelle Robin Fayetaz et je suis chercheur en écologie marine à l'Ifremer en Bretagne à Lorient. Et donc du coup le but de cette présentation c'est de montrer voilà, donc, du coup, des cas d'usage pour l'IA open source parce que du coup oui l'IA open source ce n'est pas que des LLM mais c'est aussi de la vision par ordinateur notamment. Et donc on verra de la segmentation médicale et la pêche intelligente, donc plus la vision par ordinateur. Donc déjà tout d'abord qu'est-ce que c'est que l'open source pour commencer à présenter. Donc l'open source, c'est un code conçu pour être accessible au public, en général qui est gratuit, et n'importe qui peut voir, modifier et distribuer le code à sa convenance. Donc ça, c'est la définition de Red Hat que j'apprécie. Pour faire ça, on peut utiliser différentes licences. Donc il y a plus ou moins deux catégories de licences. La première, c'est GPL, qu'on va appeler copyleft forte, c'est-à-dire que tout travail qui utilise un logiciel open source GPL doit lui aussi publier en open source. Donc on va forcer les utilisateurs à être en open source. Contrairement à Apache, qui est beaucoup plus permissif, où l'idée c'est de laisser la licence au choix de l'utilisateur. Donc c'est vraiment un peu la bataille entre les deux clans. Est-ce qu'il faut que l'open source soit... Est-ce qu'on force les utilisateurs à rendre le code open source ou pas? Donc nous, à Kitware, par exemple, on a privilégié plutôt le côté Apache, donc on est aussi souvent sous BSD. Donc on laisse le choix à l'utilisateur de faire ce qu'il veut, plus ou moins. Et donc beaucoup d'entités peuvent graviter autour de l'open source, forcément des associations BNL ou des sociétés. Pour l'IA, c'est un petit peu différent, sauf que ça va être un peu plus gros. On ne va pas englober que le code, on va aussi s'intéresser à la donnée notamment. Donc on va découper le code d'entraînement, qui est plus le code au niveau du développement, comment on va créer le modèle d'IA. Le code d'inférence, qui va être plus le code pour la production, donc comment on va utiliser notre modèle donc pour faire de l'inférence, cas pratique. On a aussi la donnée qui peut être sous licence différente. Et du coup, le modèle en tant que tel aussi peut être sous licence. Et donc, par exemple, on a ici Facebook qui a créé le logiciel SAM, Segment Anything, qui a décidé de distinguer plusieurs différentes licences pour le code et la donnée. Donc il y a évidemment beaucoup de bénéfices à l'IA open source en général. Alors, désolé, il y a un petit problème de format avec le PDF, mais en gros, le fait de rendre open source l'IA permet de simplifier tout ce qui est problème juridique, etc. pour la propriété du code. On est beaucoup plus flexible, agile. C'est forcément plus rentable d'une certaine manière parce que c'est gratuit en général. Et en termes de sécurité, on a le support de la communauté, évidemment. Et il faut aussi se rappeler que c'est grâce au libre que notamment on a eu l'explosion de l'IA. Donc tout ce qui est hardware, donc les bases de données ouvertes, tout ce qui va être issu de la recherche et les logiciels bien évidemment. Donc en parlant des logiciels, il y a un écosystème assez énorme. Donc là on ne voit pas très bien, mais évidemment je ne vais pas tout détailler. Mais si on veut faire un petit récapitulatif très rapide, donc en termes de librairie, on aura PyTorch pour tout ce qui est entraînement, ONX Runtime pour tout ce qui est déploiement surtout, OpenCV, Scikit-learn qui va être plus sur le pré-traitement des données, et les plateformes, donc tous les développeurs connaissent GitHub, GitLab pour le code, Hugging Face, Lighting AI, ça va être surtout pour héberger les modèles, Docker Hub, Binder, c'est plus pour héberger donc, des images Docker, et donc plus l'infrastructure, on va dire. Très rapidement sur Kitware, du coup, nous publions des logiciels open source pour les scientifiques. Donc on fait du développement logiciel globalement, on a plus de 25 ans d'expertise. L'entreprise a été créée aux États-Unis à la base, dans les années 98. Et nous, du coup, on est Kitware Europe, on est basé à Lyon du coup depuis 2010. On travaille sur on déploie sur différentes plateformes comme le web, desktop, le mobile et les supercalculateurs notamment pour faire de l'entraînement distribué, du calcul scientifique, la visualisation scientifique entre autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler notamment un peu de 3D Slicer de Viame, vous voyez en haut à droite. Et pour les développeurs qui font du C++ ici, si vous connaissez CMake, c'est nous du coup qui développons CMake. On travaille pour différents domaines, voilà, médical, énergie, intelligence, pour différents organismes académiques, donc agences gouvernementales comme Ifremer, du coup on verra ça juste après.
On propose des services, des formations, du développement, du support. On fait des collaborations de bourse aussi type ANR. Et voilà quelques exemples de clients, donc par exemple Total, CEA, pour faire surtout pour le calcul scientifique. Nvidia, Intel, on a travaillé beaucoup avec eux pour faire du rendu, notamment volumétrique, du highcast, etc. sur CPU ou GPU. Zimmer, ça c'était une application customisée 3D Slicer pour faire de l'arthroplastie. Et d'autres exemples de plateformes d'annotation notamment pour des cellules. Ça c'est un autre exemple aussi qu'on a en interne. Donc LidarView, c'est un des logiciels qu'on développe pour faire du traitement de nuages de points et visualisation de données LIDAR. Donc, au niveau de l'étude des cas, donc, je vais vous parler maintenant de la segmentation 3D médicale. Donc ça, c'était un projet en collaboration avec l'Université de Vienne. Donc déjà, tout d'abord, pourquoi on veut faire de l'IA pour le médical? Donc l'idée, c'est vraiment de nous aider pour faire des assistants virtuels, nous aider à découvrir des nouveaux médicaments. Et surtout, là, c'est ce qu'on fait beaucoup à Kitware, ça va être au niveau du diagnostic, donc tout ce qui est préopératoire, comme on prépare à faire une chirurgie, donc notamment pour de la segmentation, ce qui nous intéresse, c'est détecter les organes dans le corps, où est-ce qu'ils sont placés, etc. Et faire des analyses dessus. En intra-op, donc pendant l'opération, on veut assister le chirurgien, du coup, en utilisant ce qu'on a segmenté, par exemple. Et en post-opératoire, donc comment vérifier la qualité d'une chirurgie, par exemple, comment le patient, est-ce que la chirurgie s'est bien déroulée. Et donc ce qu'on retient là dans l'historique, donc tout ce qui va être au niveau de l'IA, en 2017, c'est Arteris qui a réussi à avoir une approbation de la FDA pour faire une plateforme d'imagerie médicale qui utilise du deep learning. Donc, sachant qu'on est souvent sur des modèles type boîte noire, on ne comprend pas trop ce qui se passe, donc c'est vraiment une date assez importante pour l'IA médicale. Alors en termes de plateforme, comment on peut faire de l'IA médicale, nous on collabore beaucoup avec du coup Nvidia, notamment sur l'outil Monai, donc qui est basé PyTorch. Monai propose différents modèles de l'état de l'art, donc type SegaResNet ou InnoNetter, surtout pour la segmentation 3D. L'intérêt de Monai, c'est surtout qu'il va permettre d'avoir des pipelines qu'on appelle AutoML, donc c'est-à-dire qu'on envoie les données, ça va simplifier le développeur pour entraîner ces modèles, parce que ça se fait de plus ou moins de façon automatique. Il y a différentes applications spécifiques, et notamment on s'intègre avec notre logiciel donc 3D Slicer de rendu, visu et traitement d'images médicales. Donc l'idée c'est que le développeur installe Monai, il entraîne son modèle, il le package avec Monai Bundle, et ensuite on va charger ça dans 3D Slicer et faire notre inférence et passer en production, on va dire, pour le médecin par exemple. Et donc il y a différentes extensions, et nous ce qui nous intéresse aussi notamment c'est Monai Label, donc une plateforme pour faciliter l'annotation et le labeling de données 3D. Notamment avec des frameworks type qu'on appelle Active Learning. Donc l'idée, ça va être qu'on va entraîner un modèle, on va avoir l'utilisateur, le développeur qui assiste le modèle pendant l'entraînement en lui envoyant les bonnes annotations, typiquement. Et donc ce projet avec l'Université de Vienne, c'était notamment la branche médicale de l'Université de Vienne, le groupe QIMP. Et donc ils sont derrière en fait une start-up, Enhance Pet. Et ils nous ont trouvé, en fait, après avoir utilisé des outils qu'on a développés, notamment ITK, VTK, pour traitement d'images et visualisation médicale. Et ils étaient derrière, ils veulent faire en fait une plateforme collaborative qui s'appelait Moose. Et ils avaient des besoins pour notamment le pré-traitement des données, donc CT PET, donc tomodensitométrique et PET, donc c'est plus l'imagerie nucléaire. Donc on les a assistés pour faire du recalage, donc repositionner les modèles PET sur le domaine le CT. Et pour la segmentation 3D aussi, donc détecter les organes dans le corps humain. Donc il y avait plusieurs challenges associés à ça, notamment le fait qu'ils avaient des gros volumes en imagerie médicale, donc forcément on travaille avec chaque échantillon et plusieurs gigaoctets. On a aussi peu de données, à contrario, donc des grosses données mais pour peu de patients, donc ça peut poser problème. Et ils avaient besoin aussi d'expertise au niveau du contrôle qualité, de la notation, etc. C'est pour ça qu'on leur a préconisé Monai. Et donc on a fait plusieurs choses pour eux, donc notamment voilà, on a mis à jour leur librairie pour utiliser Monai, donc ça a vraiment simplifié leur développement. Leur code est beaucoup plus maintenable, beaucoup plus simple d'utilisation. La maintenance du coup c'est Nvidia qui s'en occupe, donc c'est beaucoup plus simple pour eux. On les a aidés à avoir des meilleures pratiques de développement, parce qu'on est du coup une société qui fait beaucoup de logiciels forcément. Surtout dans l'open source, il faut vraiment s'assurer qu'on ait une bonne qualité de code.
On les a aidés sur la compatibilité hardware, notamment sur les puces métal, enfin le back-end métal pour Apple. Et on a benchmarké différents modèles IA. Et pour revenir sur le retour de notre collaboration, donc déjà je leur ai posé la question pourquoi vous avez eu besoin pourquoi vous vouliez open sourcer en fait vos modèles. Et ce qu'ils ont répondu, c'était que c'était vraiment dans l'idée d'être plus crédibles en fait dans leur travail et d'améliorer leur visibilité en fait à l'extérieur. Et donc comment Keytour a pu les aider pour ça? Donc c'était vraiment les aider dans le process de développement et le fait qu'on ait intégré Monai avec eux, ils étaient vraiment satisfaits par rapport à ça. Et donc on a plusieurs suites pour ce projet. Alors notamment on veut open sourcer les bases de données qu'ils ont utilisées. Donc pour ça on va du coup co-autorer un papier avec eux. Et notamment travailler sur, alors ça c'est donc faire de l'entraînement fédéré multisite, c'est-à-dire chaque hôpital a sa base de données. Tous les hôpitaux vont collaborer sur le même modèle. Et donc il y a toutes des stratégies à mettre en place pour ça, pour créer ce modèle fondation en fait, pour faire de la segmentation 3D et notamment ici pour de la tumeur notamment. Donc en utilisant 3D Slicer et Monai Label. Du coup je vais laisser la parole à Robin qui va nous parler de détection d'objets pour le MAR. Rebonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter des choses qui sont un petit peu différentes de ce que vous avez probablement vu jusqu'à présent, parce que du coup je n'y connais pas grand chose en open source à part que j'utilise et j'y connais rien en tout ce qui est développement et tout ça, mais donc je suis chercheur sur le comportement des poissons. Et donc moi en fait j'utilise des outils pour répondre à mes questions scientifiques. Donc juste pour faire une petite introduction, je ne sais pas si vous connaissez tous l'IFREMER, mais c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et donc en fait on utilise beaucoup d'IA et d'imagerie parce qu'on collecte, pour essayer de voir ce qui se passe sous l'eau, on utilise principalement de l'imagerie optique. Donc pour ça on collecte beaucoup de données et en fait ça fait des décennies qu'on collecte des données avec toute l'évolution des caméras et des données qu'on a. Et on a des quantités assez astronomiques de vidéos qu'on n'est pas capable d'exploiter. Et donc en fait on se retrouve à espérer utiliser de l'IA pour traiter tout ça. Et le projet phare sur lequel on travaille actuellement, il s'appelle Game of Troll. Donc Troll, c'est pour chalut en anglais. Si vous connaissez les pêcheries, c'est l'engin de pêche principal qui est utilisé. Et l'idée derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour rendre les engins de pêche intelligents? Bon, du coup, il y a des petits problèmes. Il y avait une petite vidéo pour vous montrer, mais l'idée vraiment, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître en temps réel et sous l'eau les différentes espèces de poissons qui vont rentrer dans l'engin de pêche. Avoir de l'IA qui va être embarquée avec de l'hardware et du software, donc pour que tout soit fait en embarqué, et avoir aussi des outils qui soient génériques et qui soient pour end user, donc à destination des pêcheurs, donc qui ne seront pas les plus pointus en utilisation d'outils numériques. Et en fait, du coup, pour ça, on a travaillé à Mathesart qui a publié il n'y a pas très longtemps là, un papier sur une review sur toutes les applications qu'on peut en faire pour la sélectivité dans les engins de pêche. Et en fait, on est vraiment à l'intersection entre trois domaines, l'éthologie, donc l'étude du comportement, tout ce qui va être technologie d'observation sous l'eau et machine learning. Et nous, on s'y connaît un peu en technologie d'observation, on s'y connaît en comportement, mais tout ce qui est machine learning, on n'avait pas vraiment ça dans nos compétences. Et c'est là qu'en 2020, on a eu une première collaboration avec Kitware pour l'utilisation de Viame, qui est un logiciel open source dont j'ai entendu parler dans une conf. Donc pour faire une petite introduction rapide à Viame, c'est une plateforme d'analyse d'imagerie qui est vraiment spécialisée pour les données en imagerie sous-marine, qui est en maintenance et en développement, qui est soutenue par la NOAA, en espérant que la NOAA perdure dans les prochaines années. Et il y a des développements spécifiques qui peuvent être ajoutés qui vont être financés sur des projets, notamment en travaillant avec Kitware pour ajouter des pipelines ou des fonctionnalités à Viame. Il y a plusieurs interfaces, donc il y a des interfaces bureau et web. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir une plateforme dans laquelle on peut faire l'annotation, la gestion de nos vidéos, de l'entraînement, de l'inférence, du partage de données. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir tout faire et de pouvoir faire ça sans être un expert en IA, en computer vision et tout ça. Pour les côtés plus techniques, mais ça vous demanderez à Loïc, mais c'est basé sur Girder pour le management des données, la gestion des données, et sur Kiver pour tout ce qui va être IA. Et là, je vous ai juste mis, bon là, toute l'image saute, mais c'est des images de détection de poissons. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais on a deux espèces de poissons qui sont très différentes. Et en fait, on a vraiment des problématiques qui sont assez spécifiques à l'imagerie sous-marine pour les poissons, qui vont être très similaires entre eux et entre les différentes espèces. On a des conditions lumineuses qui sont compliquées. Et donc, en fait, on a vraiment des problématiques de vision qui sont assez difficiles. Et voilà, il y a plusieurs aspects, donc notamment c'est quelque chose qui a été développé par Viame pour faire de la calibration de caméras sous l'eau, et ensuite on a des algorithmes
de détection de masques et d'appairage entre les images de gauche et l'image de droite. Et donc maintenant, tout ça peut être fait directement dans Viamai. Et donc juste pour faire un petit historique, donc il y a eu ces premiers échanges qu'on a eu en 2020. On s'est dit c'est intéressant de travailler avec eux. On a eu de l'argent sur un projet, donc on a demandé à Kitware d'être prestataire pour développer le stéréo tracker là, notamment que je viens de vous montrer. Et donc l'idée c'est que nous on avait vraiment une problématique spécifique. On avait besoin de traquer les poissons sur les images de gauche et les images de droite. Et on leur a demandé s'ils étaient capables de le faire. Ils nous ont dit oui, on peut le faire dans Viamai. Et donc on a financé ces petits développements qui ont été faits chez Viamai. Et en 2023, ils ont été ajoutés sur la version publique, donc open source de Viamai. Et vu que ça s'est très bien passé, en fait, on a de nouveaux projets qu'on a montés, qui ont commencé cette année. Notamment un gros projet Horizon Europe, où là, plutôt que de garder Kitware comme prestataire, on les a pris comme partenaires. Donc, ils sont vraiment notre collaborateur IA, IA et un petit peu plus, pour des thématiques au sens large, de réduction des captures accidentelles dans l'Atlantique Nord-Est. Voilà, c'est le gros objectif du projet européen, dans lequel il y a 9 pays et 14 institutions, je crois. Et Kitware, du coup, est vraiment en charge de tout ce qui va être déploiement et optimisation hardware et software, parce que nous, on n'a pas du tout cette compétence et on est des scientifiques qui utilisons ça comme outil, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez efficace, je vous montrerai après, et pour tout ce qui va être analyse d'image. Et le deuxième aspect, c'est de développer une plateforme collaborative de partage de données d'imagerie. Et donc c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'on aimerait, on sait à quel point les données dans tout ce qui est imagerie sont vraiment clés. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui soit un petit peu juste pour le partage, donc qui soit accessible à tous, mais que tout le monde ne puisse pas avoir accès aux données sans rien donner en retour. Parce que collecter des données en mer, sous l'eau, sur différentes espèces, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un des aspects. Et le dernier, c'est pour les reconnaissances de capture accidentelle de dauphins. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le type de données sur lequel on peut donner. Là, il y a un dauphin qui a été capturé dans un filet de pêche. Là, il n'y en a pas. Et donc, on a des centaines de milliers d'heures de vidéos comme ça, avec quelques centaines de captures accidentelles de dauphins là-dedans. Et on veut être sûr de détecter toutes les captures accidentelles, qui sont des événements très rares dans l'ensemble de ces vidéos. Et là, avec les différentes avancées, on a vraiment une précision très excellente, enfin un recall pour la capture accidentelle de dauphins. L'idée, c'est de détecter tous les dauphins et de détecter tous les marins qu'on va voir sur les vidéos, parce qu'à la fois, on doit détecter les événements de capture accidentelle et être sûr de respecter les RGPD, donc l'anonymisation des pêcheurs. Donc, il y a vraiment deux aspects qu'il faut traiter, avec des outils relativement similaires, mais un petit peu différents. Donc voilà, c'est tous ces aspects qui sont là. Bon, là, je vais aller très vite, c'est une vidéo, mais ça, c'est des depth maps de poissons. Donc, normalement, on voit les cartes de profondeur des poissons qui nagent, et en fait, on utilise ça après pour calculer les distances inter-individus entre tous les différents poissons. Et après, on peut mapper ça au cours du temps ou faire nos analyses et notamment utiliser ça pour paramétriser des modèles pour aller un petit peu plus loin. Je passe un peu vite, je pourrais répondre à des questions si vous avez. Et là, c'est la vidéo que je voulais vous montrer. Alors, du coup, elle n'est plus dans le PDF. Hop. Et donc, je vous ai parlé de faire un chalut intelligent et on n'en est pas loin. Alors là, sur cette vidéo, alors, non, attendez, hop. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Hop. Donc là, en fait, sur cette vidéo, là, on est dans un bassin d'essai. C'est là où il y a mon laboratoire. Ça, c'est un chalut. Et donc là, en fait, on a un dispositif qui va s'ouvrir et se fermer. Ici, on a une caméra avec l'IA et tout le système qui est embarqué. Et en fait, là, on a un réseau qui va détecter les espèces qui rentrent dans le filet en temps réel et qui va déterminer, en fonction des conditions qu'on a définies, si l'espèce doit être pêchée ou libérée, et va activer ou désactiver l'engin de pêche en temps réel et sans aucune validation humaine. Donc, et en dessous, voilà, c'était juste pour montrer les temps de pêche et de pas pêche. Et voilà, donc en fait, ce que je voulais... Hop, je reviens là-dessus. Non. Ici, ça. Hop. Écran. Et du coup, juste la conclusion, donc il y a encore des développements qui sont faits avec Viamai. Et la conclusion de ça, c'est que vraiment, nous, dans le cadre des travaux qu'on fait, donc vraiment de recherche en écologie marine pure, le fait d'avoir un écologue Ifremer et une personne de Kitware, ça fait pas deux, mais ça fait vraiment quatre. Parce que nous, ça a été vraiment transformatif dans le sens où en fait, on a maintenant accès à des... Comment? Sinon, je parle fort. Avec l'autre micro, ça sera peut-être bien. Est-ce que c'est bon là? 1, 2. Okay. Et du coup, ça a été vraiment transformatif. On a vraiment accès à des outils qu'on n'avait pas du tout, auxquels on ne pouvait pas espérer avant. Et donc vraiment, ça nous ouvre des possibilités de recherche scientifique qui sont vraiment extraordinaires. Donc vraiment, le partenariat industrie pure et scientifique pure, même s'ils ne sont pas capables de reconnaître des poissons, ils nous ont vraiment extrêmement aidés pour notre recherche. Et sur ce, si vous avez des questions. Est-ce
Oui, j'avais une question, c'était pour le CHU de Vienne, le projet que vous avez eu avec eux et de rendre open source leur dev et voire même les data. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de faire ça? La question c'est pour le CHU de Vienne, si vous avez prévu de rendre en open source des données. Ouais, je vois ça. Il y a des premiers micros. Et bah oui, du coup, c'est le but de la suite du projet dans les prochaines étapes, c'est ce fameux papier qu'on veut la base de données qu'on veut open sourcer. Donc on va faire un papier dessus. Et oui, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit bénéfique à la communauté. Et vous communiquez avec quel interlocuteur? Parce que moi je travaille dans un CHU aussi et c'est assez difficile de rendre open source nos développements. Alors il y a plein de comités d'éthique derrière qui vont venir vérifier ce qu'ils peuvent le faire ou pas. Il faut avoir aussi forcément l'aval du patient aussi forcément. Donc il y a plein de problématiques. Après là pour le coup, moi personnellement je sais un peu moins ce qui s'est passé au fond. J'ai déjà collaboré pour d'autres sujets où on venait open sourcer des datasets mais en neurosciences ou globalement. Mais oui c'est ça, c'était des comités d'éthique qui vérifiaient ce qui se passait. Et parfois même quand c'est le propre, c'était par exemple le directeur du laboratoire qui a accepté de se faire scanner pour rendre le tout open source. Il y avait quand même des difficultés avec ça. Ok, merci. Je ne sais pas si on peut prendre encore une autre question, s'il y en a une. Ouais. C'est une question très courte. Nvidia a un parcours un peu compliqué avec l'open source. Monai, c'est libre, c'est open source? Ouais, Monai, pour le coup, là, ils sont vraiment réglo là-dessus. C'est vraiment open source. Il y a une bonne communauté derrière et c'est pour ça qu'on a décidé de se joindre à eux pour ça. Mais effectivement, niveau driver, moi, je suis sur Linux, c'est vraiment compliqué. Ouais. Mais ils essaient de s'améliorer quand même. Okay, notamment aussi le projet Marine Beacon. On utilise TensorRT pour le déploiement des modèles d'IA pour optimiser en production, du coup. Et qui est aussi, il me semble... Ah non, peut-être... Là, je sais plus s'il est open source ou pas, TensorRT, mais... Enfin, c'est un autre outil, du coup, d'NVIDIA aussi. Après, il y a la concurrence, il y a aussi AMD qui font des trucs vraiment cool avec ROCm, tout ça, donc... à voir. Et qui sont open source aussi? Ah oui, pour le coup, AMD, ils sont vraiment full open source, ils sont vraiment bien là-dessus. Ouais. Merci beaucoup pour la conférence. Merci aussi aux diverses questions qui ont été posées à la fin. Désolé pour les petits soucis techniques au début.